Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 41 d'En mode député. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la fin du mois de février. Encore une fois on a un beau programme. Qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci? Alors on est allé déjà sur Rosa Parks, voir un petit peu ce qui se passait au niveau des grands projets immobiliers, de ce que ça veut dire au niveau du logement à Paris. On est allé voir Laurence comme chaque mois. Cette fois elle va nous parler de discrimination et d'un rapport important qui est sorti le mois dernier. Et puis, bien sûr, on va parler des retraites. Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir comment ça se passe, les débats actuellement à l'Assemblée, comment les amendements sont rédigés. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais bon, avant tout, générique. Alors Daniel, le mois de février a été très intense, grand débat sur les retraites, mais aussi d'autres choses en cours. Est-ce que tu peux nous faire, comme d'habitude, un petit point général sur la situation politique ? Écoute, oui, effectivement, depuis maintenant plus de 3 mois, nous sommes dans un mouvement social inédit, historique. Je dis 3 mois parce que la bataille parlementaire s'inscrit dans la continuité de ce qui a eu lieu depuis le mois de décembre avec le mouvement de grève des salariés contre la réforme des retraites, et il y a une continuité avec les mobilisations qu'il y a encore aujourd'hui, par exemple du secteur des avocats, et de manière générale le refus et le rejet dans la majorité de la population de cette réforme. Et c'est vrai que nous sommes engagés dans cette bataille en solidarité, en complémentarité, et puis parce que c'est notre responsabilité en tant que force d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron et à cette régression sociale que représente ce texte, et dans ce qu'on a appelé la grève du zèle pour obtenir le retrait, puisque c'est ça notre objectif, le retrait de ce texte, et permettre que le débat parlementaire montre à quel point, sous tous les aspects possibles, et c'est pour ça qu'on a été jusqu'à la virgule près dans nos alinéas, tous les aspects possibles, le caractère rétrograde et problématique de ce texte de loi. Et donc on est en plein milieu de cette bataille, puisque le texte est arrivé en séance après être passé par la commission, il n'a pas pu finir d'être étudié, et donc là nous menons la bataille, comme on dit, dans la tranchée depuis plusieurs semaines. Mais c'est vrai que ça s'inscrit dans un contexte où on reste dans un moment de forte ébullition sociale. Il y a les grèves qui continuent, il y a les mobilisations sociales sur plusieurs secteurs, des secteurs comme l'éducation nationale ou la santé qui continuent à être mobilisés contre le gouvernement. Et on voit que la stratégie du gouvernement reste celle d'une répression, comme ça a été le cas, contre les lycéens et lycéennes qui se sont mobilisés, et avec le soutien des enseignants et enseignantes contre la réforme des E3C, de la réforme du bac. J'étais le mois dernier avec Sabine Rubin notamment et Éric Coquerel en soutien à des lycéens qui ont été en garde à vue parce qu'ils avaient participé à la mobilisation. Donc on a toujours cette réponse autoritaire du gouvernement. Et puis on a la stratégie que Emmanuel Macron avait annoncée à l'automne dernier, de cette volonté de faire en sorte que le débat politique soit structurée autour des problématiques chères à l'extrême droite, donc sur la question de l'immigration, en tout cas de la manière dont est portée la question de l'immigration. On a eu le débat en septembre-octobre à la rentrée, c'est ça qui a lancé les hostilités, si l'on peut dire. Et puis là, on a eu la stratégie de stigmatisation autour de la question de l'islam, des musulmans et des musulmanes, avec ce qui est aujourd'hui, ce qui est réinventé comme la question du séparatisme. Musulman ou islamique, enfin on rajoute tous les adjectifs qu'on veut, mais la stratégie est toujours la même, c'est-à-dire de désigner un ennemi de l'intérieur. Si ce ne sont pas les migrants, les migrantes, ça va être l'islam comme religion, ou les musulmans et les musulmanes, et donc voilà, on a vu se déployer avec la perspective de nouvelles annonces qui en fait n'en sont pas. Donc je trouve que c'est important aussi de revenir là-dessus, parce que ça
Pour le moment, ça ne prend pas vraiment parce que je pense que personne n'est dupe de cette stratégie qui, à mon sens, n'est pas qu'une diversion parce que ça fait partie, comme je dis, de la stratégie macroniste qui vise à être au deuxième tour et donc à susciter, à créer de toutes pièces des polémiques. Et puis, ça a aussi un impact réel sur la vie des gens, sur la vie de nos concitoyens et concitoyennes de confession musulmane. Ça favorise les amalgames, les stigmatisations. Vous avez, il y a quelques jours, tout de même un ministre de la République, pour ne pas le nommer, Jean-Michel Blanquer, qui, sur un plateau télé, se comporte comme on pourrait se comporter dans un café du commerce à expliquer que dans des villes qu'il cite, on voit la loi islamique qui aurait pris le dessus sur la loi de la République. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que là, il y a un concentré de tous les amalgames possibles. D'abord, un ministre de l'Éducation nationale qui a ce type de propos qui sont complètement... oui, c'est du café du commerce, c'est basé sur rien. Il dit « on voit ». Si les journalistes avaient fait leur travail en disant « mais en fait, on voit, ça ne veut rien dire. Scientifiquement, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous avez des sources? Est-ce que vous avez des enquêtes ?» Il est incapable de les donner. Donc en fait, ce n'est basé sur absolument rien de concret. Et voilà, on nous parle de la loi islamique, c'est quand même extrêmement grave. Donc est-ce qu'il y a des faits? Est-ce qu'il y a des actes contre la loi de la République qui sont commis? Donc dans ce cas, il faudrait intervenir, effectivement. Mais en fait, non, parce que en vérité, ce qui semble insinuer, c'est qu'on verrait des personnes de confession musulmane, et donc c'est ça qui serait l'expression de la loi islamique dans des villes. Bref, et là, je parle bien d'un ministre, le ministre de l'Éducation nationale, qui tient ses propos, qui n'est pas repris d'ailleurs par les journalistes, qui trouvent normal qu'un ministre puisse dire « on voit bien que la loi islamique aurait repris le dessus dans plusieurs villes ». Voilà. Donc c'est un concentré des pires amalgames. C'est extrêmement grave de mon point de vue, et c'est pour ça que je voulais insister sur ce point, parce qu'encore une fois, ça s'attaque à une partie de la population en instrumentalisant, y compris dans ces débats-là, la question de la laïcité, le respect de la laïcité, qui est fondamental, qui est un des piliers de la République et qui est utilisé aujourd'hui dans le débat pour pointer du doigt telle ou telle une confession en particulier, parce que c'est pas telle ou telle, c'est une confession en particulier, alors que par ailleurs ce principe, il n'est absolument pas respecté par ceux qui prétendent, qui devraient en être garants, donc notamment le président de la République dans ses propos sur la réparation du lien entre l'Église et l'État, quand il accepte d'être chouinard de Latran, quand il ne remet absolument pas en cause le statut du concordat en Alsace et sur une partie du territoire. Donc on voit bien qu'il y a une laïcité à géométrie variable, ce qui veut dire en fait qu'il n'y a pas une défense de la laïcité dans son ensemble. Et donc voilà, cette stratégie-là, elle vise effectivement à créer un débat et à organiser le débat public autour de sujets qui vont permettre à l'extrême droite de pouvoir étaler tout leur racisme, leur laïcité aussi à géométrie variable. Et par rapport à ça, pour finir sur la séquence, je crois que l'enjeu de la bataille des retraites, c'est qu'elle rassemble aujourd'hui une majorité de la population. Ce ne sont pas les thématiques chères à monsieur Macron ou Madame Le Pen qui aujourd'hui mobilisent la population. C'est bien une bataille pour le progrès social. Et ce qui ouvre aussi, et ce qu'on dit sur la bataille des retraites, c'est aussi leur monde de chacun pour soi, de tous contre tous, contre notre monde, le monde que nous on défend, le monde qu'on construit dans les luttes, et le monde qu'on donne à voir aussi avec nos propositions de loi. Et donc c'est le dernier élément sur lequel je voulais appuyer, parce que avec la bataille des retraites, ça occupe un peu tout le champ, mais ce mois-ci, on va commencer à débattre de nos propositions de loi, donc de la niche parlementaire. C'est la journée de l'initiative de la France Insoumise à l'Assemblée. On a les discussions en commission, et donc le 26 mars, ce sera la fin du mois prochain, on aura la présentation à l'Assemblée nationale en séance. Repoussé un petit peu, mais oui, parce que voilà, donc ça arrive, le site est en place, il y a des commissions
qui ont commencé à avoir lieu. Donc je vous invite à retrouver sur le site de l'Assemblée nationale l'ensemble des textes et des interventions qui ont déjà lieu. C'est important parce que ça donne aussi à voir justement nos propositions pour une politique globale alternative à la Macronie et à leur monde de division, d'égoïsme et de discrimination. Et nous, on a autre chose à apporter. C'est aussi dans le débat des prochaines semaines et des prochains mois, des éléments importants et des outils importants en fait de la bataille politique. On espère que effectivement les débats vont se faire à l'Assemblée sur ces questions-là. Ça va changer un petit peu des propositions qui sont habituellement faites par la majorité. On a une séquence très intéressante qui va arriver ensuite. Je suis allé voir Mathilde Juliévio qui travaille avec le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et c'est elle qui a un petit peu coordonné toute cette bataille autour de la retraite, de la réforme des retraites, en regroupant les amendements. Et vous êtes beaucoup à vous poser la question sûrement de comment est-ce qu'on arrive à écrire autant d'amendements, pourquoi est-ce qu'on l'a fait, il y a encore beaucoup de questions qui sont posées par rapport à ça. Vous allez, je pense, trouver une bonne partie de ces réponses dans la séquence qui suit. Bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Mathilde Juliévio et je suis collaboratrice au groupe de la France Insoumise en charge des affaires sociales. Et donc en ce moment, je suis assez mobilisée sur les retraites. Cette réforme, elle est importante pour nous parce que c'est la première fois qu'il y a une réforme d'une aussi grande ampleur qui arrive devant le Parlement, qui a vocation à dessaisir le Parlement de la totalité des futurs arbitrages sur les retraites. Jusqu'à présent, quand il y avait une augmentation des pensions ou une augmentation de l'âge de départ à la retraite, le Parlement était saisi pour pouvoir se prononcer sur la faisabilité et pour adopter la réforme tout simplement. À partir de maintenant, avec cette réforme paramétrique, il sera possible de se passer de l'aval du Parlement pour pouvoir diminuer les pensions ou augmenter l'âge de la retraite. Ce sera le conseil d'administration de la Caisse nationale des retraites universelles qui pourra prendre la décision, ou à défaut, la décision pourra être prise par le gouvernement par décret. Ce texte, dès maintenant, a vocation à dessaisir le Parlement. Il est composé de 29 ordonnances, c'est-à-dire une demande de la part du gouvernement au pouvoir législatif de se dessaisir de son propre pouvoir sur 29 sujets pour que le gouvernement puisse lui-même composer et prendre les dispositions qu'il souhaite. Il renvoie à de nombreux décrets, c'est-à-dire au pouvoir exécutif. Il est fait en procédure accélérée, c'est-à-dire qu'on est contraint dans un temps très limité pour examiner le texte. Ces dispositions nous semblant extrêmement préjudiciables pour le débat public, pour l'information des citoyens, nous avons décidé de déposer un grand nombre d'amendements pour pouvoir permettre d'imposer un rapport de force avec le pouvoir exécutif et faire en sorte qu'on puisse prendre du temps pour discuter ce texte. Notamment au titre de l'article 1er, qui est celui qui a pris tout le temps de la première semaine d'examen en séance, qui pose les grands principes de la réforme. Au cours de cet examen, nous avons décidé de parler de l'ensemble des sujets qui sont abordés dans le reste du texte, c'est-à-dire le principe de la pénibilité, de la solidarité, des droits des femmes, etc. Ça a été l'occasion pour les députés de démontrer que la réforme était extrêmement mal ficelée et que sur beaucoup de sujets, le gouvernement ne savait pas quoi nous répondre. La mise en place de ces 19 000 amendements a été un enjeu important pour nous, a nécessité une organisation un peu particulière, parce que c'est la première fois qu'on décidait de faire autant d'amendements et de s'opposer de façon aussi frontale au gouvernement, pour prolonger évidemment la lutte qui a lieu dans la rue depuis de nombreuses semaines. On a décidé de la prolonger ici et donc on a aussi levé une petite armée. Nous sommes 4 collaborateurs de groupe à avoir participé à la rédaction des amendements et un collaborateur par député quasiment qui a participé à la rédaction aussi des amendements et du dépôt de ceux-ci, ce qui a pris environ une dizaine de jours avant la commission et 5 jours avant la séance. Alors pour écrire un amendement, et pour cette réforme-là précisément, on a décidé de marquer une opposition frontale et donc de supprimer l'ensemble des alinéas du texte et l'ensemble des articles du texte et de justifier à chaque fois la suppression des 10 alinéas ou des 10 articles en faisant des exposés des motifs parfois drôles, mais très souvent sur le fond, qui permettaient d'argumenter. Il faut savoir que les députés sont limités dans la possibilité d'avoir de l'initiative. Ils ne peuvent pas créer des dépenses ou limiter les recettes de l'État par l'article 40 de la Constitution. Ce qui fait qu'en réalité, nous avons un contre-projet, par exemple, qui propose de limiter l'âge légal de départ en retraite à 60 ans.
qui propose aussi d'augmenter les facteurs de pénibilité, de la reconnaissance de la pénibilité au travail. C'est des choses qu'on ne peut pas proposer constitutionnellement. Et donc du coup, la suppression des alinéas nous permettait à chaque fois, à chaque moment, de pouvoir justifier de prise de parole pour pouvoir établir notre contre-projet, ce qui nous est normalement empêché par la procédure parlementaire ordinaire. Bon, je retourne à la rédaction de sous-amendements. J'espère que ça vous permet de mieux comprendre les coulisses de ce qui s'est passé contre ce projet de réforme des retraites. Et vous pouvez compter sur nous pour continuer à mener cette noria contre la réforme des retraites. Ciao. Et donc, vous avez pu voir comment le travail à l'Assemblée nationale s'organise. C'est important parce que c'est vrai qu'on voit souvent les 17 dans l'hémicycle, dans la tranchée, mais le travail des 17, il est possible parce qu'il y a les collaborateurs et collaboratrices et l'ensemble du groupe qui a permis et qui s'est mobilisé pendant plusieurs jours, surtout qu'on avait un délai très court, comme l'a expliqué Mathilde, pour faire les amendements, pour organiser le travail, pour organiser la noria, répartir qui peut être présent et présente. Et donc, je voulais redire un grand merci à donc Mathilde qui a coordonné et qui continue à coordonner tout ce travail, l'ensemble des collaborateurs du groupe et des députés et l'ensemble du secrétariat général, c'est-à-dire toute l'équipe qui coordonne avec notamment Clémence qui fait régulièrement des éditos, Alice, Pierre qui se sont assurés et s'assurent qu'on est bien là quand il faut, quand c'est notre tour d'être à l'Assemblée. C'est important parce que c'est vraiment les députés, ils travaillent pas tout seuls, ils ne font pas tout ce travail tout seuls et tout ça n'est possible que parce qu'on a ces équipes avec nous et voilà. Et donc tout le travail que vous voyez, le produit d'un travail collectif et des investissements collectifs, politiques et militants de toute cette équipe. C'était déjà un petit peu l'objectif de cette nouvelle saison dans Mode Député, de montrer qu'il y a tout le cabinet Obono derrière Daniel Obono, mais il y a aussi tout le groupe La France Insoumise derrière tous les députés que vous pouvez voir et qui font un travail effectivement remarquable et qui a été très intense ces dernières semaines. Qui continue à être très intense. Oui, qui continue merci à la être team très LFI. À propos du cabinet Daniel Obono, justement, je vous donne rendez-vous maintenant avec Raphaël qui s'occupe donc de la circonscription. On est allés tous les deux dans le quartier de Rosa Parks, voir un petit peu les grands travaux, les grands projets qui sont en place à ce moment-là, et voir surtout un petit peu tous les effets négatifs, voire un peu pervers, qu'il peut y avoir dans tous ces grands projets qui transforment le paysage urbain dans le nord de Paris. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se trouve dans le quartier de Rosa Parks. C'est un quartier situé entre la porte de la Chapelle et la porte d'Aubervilliers. Vous pouvez voir derrière moi, il y a des grands bâtiments neufs et rénovés. Il y a même un chantier qui est juste là avec des grandes grues pour la construction à venir d'un centre social et culturel. Donc un quartier en pleine construction. Donc le quartier de Rosa Parks, tout comme la Chapelle internationale et le projet Weber, fait l'objet d'un grand plan de rénovation dans le cadre de projets d'urbanisme qui ont été lancés par des contrats entre l'État et la ville pour promouvoir, pour permettre l'attractivité du territoire et attirer simplement les classes intermédiaires dans la capitale. On se trouve ici pourquoi aujourd'hui, très récemment, ont été publiés le 25e rapport de la Fondation Abbé Pierre et d'autres articles qui parlent précisément du sujet du logement social à Paris, qui est un véritable fléau au sein de la capitale. Pourquoi un véritable fléau? Parce que à côté de la construction de ces grands projets pour attirer les classes intermédiaires et les classes sup, ce sont les classes populaires, les personnes en situation de grande précarité qui se trouvent exposées à une situation clairement d'exclusion parce que d'une part le logement social à Paris réclame des capacités financières importantes et on pense notamment à la hausse des loyers dans les logements
parisiens. Et tout simplement, le manque de logement social à Paris amène les classes populaires à partir de la capitale pour trouver moins cher ailleurs, ce qui amène des situations de précarisation tout simplement. Alors justement, le 25e rapport de la Fondation Abbé Pierre met la nodale sur l'état du mal logement à Paris bien sûr, mais précisément sur la situation d'isolement social et fait justement cette année la jonction entre ces deux phénomènes que sont l'isolement social des personnes à Paris et le logement, le manque de logement social salubre qui entraîne beaucoup de personnes à ne pas avoir de logement à Paris, des personnes en ménage seul particulièrement. On pense notamment à des étudiants qui sont en début de carrière, à des personnes migrantes, à des personnes qui viennent de se séparer. Les ménages seuls représentent tout de même 35% des ménages en France, ce qui est énorme. Et ces personnes sont concernées par un renforcement justement de leur isolement social de par le manque de logement à Paris. En plus de cela, s'ajoute la coupe drastique qui a été faite sur les APL en raison des politiques budgétaires très austères qui ont été mises en place par le gouvernement. Cette coupe des APL représente tout de même 3,9 milliards d'euros. Il faut vraiment comprendre en dézoomant la situation que c'est un problème parce qu'il y a à la fois ce processus de gentrification qui attire les classes intermédiaires et ce processus de paupérisation qui pousse les classes populaires en dehors de la capitale parisienne. À côté de ça, il y a un article qui a été publié très récemment par l'atelier parisien de l'urbanisme et qui met le focus sur l'état du logement insalubre à Paris et particulièrement dans les 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements, donc des arrondissements, des quartiers de Paris qui sont sujettes à une situation de délabrement généralisé et une situation où les logements répondent à des critères d'insalubrité tels qu'il n'est même pas possible d'un point de vue sanitaire d'y habiter. Donc comment vous pouvez vous investir pour résoudre cette situation dans votre quotidien? Donc tout d'abord dans le cadre notamment des municipales avec la liste Décidons Paris qui est soutenue par la France Insoumise qui lutte contre le manque de logement social à Paris et l'insalubrité des logements sociaux et qui prône l'accès, le droit au logement pour tous. Donc il y a également les réunions de suivi des grands projets qui sont faits dans la capitale. Voilà, vous pouvez en tant qu'habitant de vos quartiers devenir des décideurs locaux et avoir un impact, faire une pression tout simplement sur les politiques locales. Avec l'équipe parlementaire de Daniel Obono, nous combattons ces questions au quotidien. Daniel Obono a d'ailleurs fait une QSD, une question orale sans débat sur cette question très récemment dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Voilà, et donc nous en attendant, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un prochain EMD. Merci à Raphaël d'avoir bravé le froid pour tourner cette séquence. On va tout de suite aller voir cette fois-ci plutôt du côté de l'Assemblée Laurence. Comme chaque mois, elle nous montre un petit peu un texte ou en tout cas ce qui pourrait éventuellement arriver à l'Assemblée et parfois s'arrête un peu trop tôt. C'est le cas malheureusement de cette alerte qu'il y a eu le mois dernier sur les discriminations. On a eu tout un rapport qui est arrivé sur la discrimination à l'embauche dans les grandes entreprises. Malheureusement, on se rend compte que très peu de choses vont être faites concrètement suite à ces résultats, à ce rapport. Je vous laisse en apprendre un petit peu plus avec elle. Donc Laurence, à toi la caméra. Bonjour, moi ce mois-ci je vais vous parler de ce qui ne s'est pas passé. Ce qui ne s'est encore pas passé, c'est-à-dire de l'inaction du gouvernement en matière de lutte contre les discriminations. Donc d'abord, je vais faire un petit bilan pour qu'on se rende bien compte des défis qui sont devant nous et de la souffrance que ça inflige de manière systémique à beaucoup de personnes et de la gravité du coup de cette inaction. Donc en tant que femme afrodescendante, on a 24 points de taux d'emploi en moins par rapport aux hommes qui sont perçus sans ascendance migratoire. C'est 10 points de moins pour les femmes
dans les DOM, c'est 6 points de moins pour les hommes afrodescendants. Voilà. Quand on est une personne perçue comme nord-africaine, on a 20% de réponses en moins pour les candidatures qu'une personne perçue comme française. Et ça, c'est juste à l'embauche. Donc du coup, quand on parle en fait des écarts de salaire, on est à moins 13 points pour les femmes afrodescendantes, donc cumuler les femmes qui sont immigrées récemment, soit que l'un de leurs parents soit elles-mêmes soit immigrées d'Afrique, soit les personnes dans les DOM, moins 13 points donc. Pour les femmes sans ascendance migratoire directe, c'est moins 12 points, et pour les hommes nés dans les DOM, c'est moins 6 points. Et puis ça se répercute aussi sur la possibilité d'atteindre certains postes où les femmes afrodescendantes ont beaucoup moins de chances que les autres personnes d'atteindre ces postes-là. Et bien sûr, il y a aussi les personnes handicapées qui sont fortement touchées par le chômage et avec de faibles chances d'évolution dans leur carrière. Donc ça, c'est quand même assez important. Ça veut dire que ça impacte la vie de plusieurs millions de personnes en France qui ont une moindre chance de pouvoir choisir la manière dont elles veulent vivre. Et puis ça se répercute aussi dans le logement. Il y a aussi un rapport du défenseur des droits sur les difficultés quant à l'accès au logement, des personnes perçues comme non blanches, c'est l'expression qui est utilisée dans le rapport, et des personnes handicapées qui sont les personnes les plus fortement discriminées et qui sont le plus souvent à la recherche d'un logement. Donc ça, c'est quand même globalement, on parle même pas des différences de traitement dans l'éducation, on ne parle pas du rapport avec les administrations. Il y a un rapport, le rapport Lortie, qui a aussi mis en exergue les discriminations au sein de la fonction publique. Donc la fonction publique d'État n'est clairement pas exemple de discrimination, voire elles sont plus importantes au sein de la fonction publique. Donc ça, c'est quand même un bilan assez sombre. C'est pas un bilan qui est nouveau. Il y a eu plusieurs rapports depuis plusieurs années. On sait qu'il y a des discriminations à l'embauche. On sait que au niveau de la carrière, en fait, quand on est une personne qui est perçue comme appartenant à une minorité, on a moins de chances. Ça, on le sait. Il n'y a pas besoin d'un nouveau test de discrimination, comme l'a fait croire encore Emmanuel Macron, donc notre président, et son Premier ministre Édouard Philippe. On n'en avait pas besoin. On l'a eu, il est sorti, on a appris qu'il y avait de nouvelles discriminations, surprise, dont dans les grandes entreprises, à Air France, à Accor. En fait, on le savait déjà, mais on le redécouvre. Myriam El Khomri l'avait déjà fait, et ils n'ont rien fait du tout. En fait, c'est une politique de lutte contre l'égalité qu'ils mènent. Donc c'est scandaleux. Ils n'ont pas aucune action politique, aucune action juridique. C'est-à-dire que en réalité, les entreprises qui sont nommées dans le rapport qui leur a été rendu, c'est des entreprises qui sont en contravention avec la loi. Donc le minimum pour des institutions politiques et pour les garants de la légalité et des droits fondamentaux dans l'État, ça aurait été au moins vraiment de faire un signalement et de les attaquer en justice. Ce minimum-là n'a pas été fait par le gouvernement. C'est scandaleux. Ça dit le niveau de permissivité en fait qu'ils octroient lorsqu'il s'agit des discriminations, et ça dit aussi leur vision du problème, du racisme, du validisme et de toutes les discriminations en général. C'est-à-dire que c'est une question interpersonnelle, c'est une question de morale. Si on donne les noms, les pauvres ils vont avoir honte, du coup ils vont changer leurs pratiques, et c'est pas une question de domination. C'est les mêmes logiques qui sont à l'œuvre quand on parle des discriminations et qu'on dit en fait si on fait du name and shame, ça va suffire pour lutter contre des discriminations qui sont systémiques, qui plombent la cohésion républicaine, qui plombe en réalité la capacité de percevoir l'humain chez l'autre, et qui empêche en réalité de croire en la liberté, parce que la base de tout, c'est tant que tout le monde n'est pas libre, on n'est pas libre. Donc en fait, tant qu'il y aura des discriminations, personne ne sera libre, parce que tout le monde aura peur du déclassement. Et c'est sur cette peur-là que sont fondées les sociétés capitalistes, et plus particulièrement donc sur le corps de certaines personnes qui sont perçues comme des minorités. Ça a été trop long déjà, mais du coup on m'a dit de faire des conseils lecture, et il y a le livre de Maboula Soumaoro qui vient de sortir qui s'appelle Le Triangle et l'Hexagone. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai lu des extraits et ça a l'air
assez impressionnant. Et de toute façon, les travaux de Mabula Soumaoro sont souvent impressionnants. Et il y a La République et ses hôtes que j'avais déjà cité de Sarah Mazouz, mais qui est aussi très bien pour comprendre l'absence de politique de lutte contre les discriminations. Et il y a Critical Race Theory, qui est un ouvrage de traduction de théorie américaine sur l'approche des discriminations raciales, qui a été fait, en tout cas édité par Ouria Bentouami et Mathias Mechel. Voilà, c'est tout pour moi, c'est déjà très long. Et je vous souhaite un bon mois de lutte vers l'égalité et vers notre liberté commune. Voilà. Voilà, et merci à Laurence. C'était la dernière séquence de cette émission. Merci à toute l'équipe d'avoir participé à ce tournage. Merci aussi à Mathilde qui était là exceptionnellement ce mois-ci. Merci à Daniel d'être là. Merci, mais puis merci à toi pour la réalisation de ce nouveau numéro En mode député. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si ça vous a intéressé, et puis à diffuser bien sûr la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et donc on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain numéro d'En mode député, la revue d'activité parlementaire. Au revoir, bonne journée, bonne semaine, et puis surtout ne lâchez rien. Ne lâchez rien, continuez le combat. Merci pour votre visionnage et à très bientôt sur les réseaux.